Bonjour. Bonjour. Mon nom est Robert Madard. Puis je tiens d'entrée de jeu à vous remercier, à vous tous, d'être venus pour réfléchir à ce sujet très important, soit celui de la défense de notre identité et de notre héritage culturel, et ça en compagnie du Père Boulade. Le Père Boulade est en notre compagnie aujourd'hui, au lendemain de la fête nationale, et au bout d'une série de rencontres, entretiens, conférences qu'il a données ce mois-ci à Toronto, Ottawa, Québec et Montréal. Aujourd'hui, c'est sa dernière conférence avant son retour dans son pays natal, l'Égypte. Il semble bien qu'il nous a gardés pour le dessert. Un merci tout particulier à Légion nationale et Fédération des Québécois de souche qui nous accueillent. Un petit mot sur Légion nationale. En passant, je ne fais pas personnellement partie de ce groupe encore, à tout le moins, mais il y a 2 années, j'avais participé à l'une de leurs activités. Et au premier paragraphe de la page d'accueil de leur site web, on y retrouve un regroupement de Québécois et Québécoises dévoués à préserver et protéger notre culture, notre héritage, notre patrimoine, ainsi que notre environnement, nos valeurs et nos principes moraux. Ensuite, on fait brièvement allusion à plusieurs problèmes sociaux et idéologies malsaines qui se retournent contre le peuple. Ils concluent en tablant sur un idéal qui leur tient à cœur, soit celui d'un Québec meilleur. Je conclus en disant que Légion nationale est un groupe qui ne se contente pas que de belles paroles, mais qui incarne des actes bien concrets, par des actes bien concrets leur idéal. Le Père Boulade, maintenant, tout particulièrement dans son message à l'Europe, que j'ai trouvé sur un excellent site Poste de veille, un message qu'il a remis personnellement à un parlementaire européen en 2011. On y retrouve notamment ceci. Les valeurs européennes conquises de haute lutte après des siècles de combat, l'Europe va-t-elle prendre le risque de les brader, de les mettre de côté? Au nom de la tolérance, l'Europe est en train d'ouvrir ses portes à l'intolérance. L'Europe est un humanisme, mais pas n'importe quel humanisme. L'Europe est ouverte à un progrès, mais pas simplement un progrès techno-scientifique, mais un développement moral, spirituel, une promotion de l'être humain, une humanisation de la planète. Le Père Boulade aussi fait allusion au triple héritage de l'Europe, gréco-romain, judéo-chrétien, moderne et laïque. Une modernité qui a émergé à travers une succession de mutations, où finalement tout cela s'est cristallisé dans une charte universelle des droits de la personne, dont les principaux éléments sont la liberté, l'égalité, la laïcité, la séparation des pouvoirs, la justice sociale. Un noyau de valeurs dur, un noyau dur de valeurs, qui constitue l'âme de l'Europe, qui est à développer et à faire fructifier. Un noyau qui est aussi à défendre car il est doublement menacé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve qu'il y a une parenté entre les objectifs de Légion nationale et ceux que je viens d'exprimer à partir du message de l'Europe du Père Boulade. Certes, ce n'est pas un hasard si le Père Boulade est ici aujourd'hui. Père Boulade, je vous appelle personnellement justement Père Boulade. Vous êtes égyptien, jésuite, érudit, homme d'action, proche des pauvres, professeur, conférencier, j'en passe. Mais pour moi, uniquement le mot « père » en dit déjà beaucoup, car un bon père, quel qu'il soit, ça prend soin. Un bon père aussi, c'est pas paternaliste, ça responsabilise, ça encourage, ça renvoie les gens à eux-mêmes, des qualités que je retrouve en vous. Vous êtes quelqu'un qui aime l'être humain, tout être humain, quel qu'il soit, pas seulement l'être humain abstrait, mais l'être humain concret. Vos œuvres sont là pour l'attester. Puis je tiens à faire ces petites parenthèses, c'est que, bon, c'est toutes de bonnes choses qui sont sur les tables pour la vente. Et la deuxième table, ce sont il y a une petite boîte pour des dons, puis aussi il y a des livres. Si jamais vous faites des dons, ou encore j'ai des livres, ça va à des œuvres du Père Boulade. Je sais qu'il y a un 5e étage d'une maison pour des jeunes défavorisés, une maison de vacances et de formation qui aimerait terminer le 5e étage grâce à ça, en tout cas, aux dons. Donc, un être humain porteur de grandes aspirations, liberté, bonheur, vie, relations harmonieuses avec ses semblables, porteur d'un désir de se rendre utile,
Et ces aspirations, l'être humain entend les vivre et les incarner dès maintenant, ici-bas. Et votre soin pour l'être humain vous amène justement à être vrai, à chercher la vérité. Comme vous le dites souvent, il n'y a pas de liberté sans vérité. Quand on prend parti pour l'être humain, on ne peut pas se compter d'histoire. On ne peut pas être neutre. De fait, vous êtes bien conscient qu'il existe des idéologies, à connotation religieuse ou non, qui se retournent contre l'être humain. Voilà pourquoi une saine culture est si importante. L'être humain n'est pas une coquille vide, puis le Québec non plus n'est pas une coquille vide. Des gens du monde entier désirent venir et vivre ici pour ce que nous sommes, parce que ce qu'on est, pour vibrer à nos valeurs. Nous sommes porteurs d'un héritage qui nous dépasse, mais qui en même temps nécessite notre défense. Fait un grand merci pour venir nous aider à réfléchir à propos de l'importance qui consiste à défendre notre identité et notre héritage culturel. Il va y avoir la conférence, il va y avoir une période de questions d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et M. Drouin, qui est un grand et très courageux défenseur de notre culture, qui a servi de lien justement entre les gens nationaux et ceux qui essayaient d'ouvrir des portes au Père Boulade, il va dire le mot de la fin. Okay? Merci. Il n'est pas là. Il veut dire le mot de Alors, la le mot de la fin, après vous. Alors, après moi. Oui, c'est maintenant. Merci. Merci Robert, merci à vous tous et toutes d'être là ce soir pour réfléchir à cette question de l'identité, à la défense de notre identité et de notre héritage culturel. Autrefois, le problème de l'identité ne se posait pas. On naissait dans une famille, dans un milieu, dans une société, on héritait ses valeurs, ses principes, ses règlements, sa vision du monde, et puis, bon, ça allait comme dans du beurre, si on peut dire. Mais, aujourd'hui, la question de l'identité se pose parce que on s'aperçoit qu'il y a des identités différentes qui paraissent équivalentes, aussi valables les unes que les autres. Et puis on est devant des choix actuellement. Autrefois, l'identité était reçue, héritée. Maintenant, elle est proposée et choisie. Au point que même l'identité masculine, féminine peut être encore une option, peut-être pas immédiatement, mais dans les années à venir. Bon, peu importe. En d'autres termes, cette question de l'identité est nouvelle. À partir de quand? Eh bien, à partir, je dirais, de la fin du Moyen-Âge. Toute société a son Moyen-Âge. Le Moyen-Âge québécois s'est terminé en 64, si j'ai bonne mémoire. En d'autres termes, vous étiez dans un Moyen-Âge avec un système de valeurs, une église mater et magistrat qui dominait, qui organisait tout, un État soumis à ses valeurs, les parents éduquaient leurs enfants, qui ne mettaient pas en question tout ce qu'on leur disait. Oui papa, oui maman. Ça a bien changé depuis. Alors, c'est pour ça que ce problème de l'identité qui surgit aujourd'hui de façon nouvelle peut être conflictuel, et il est nécessairement conflictuel. Ça veut dire que, pour m'inspirer du titre du fameux livre d'Amin Maalouf,
des identités meurtrières. Les identités sont en stade actuellement d'affrontement, de confrontation, de comparaison. Alors, il ne faut pas s'étonner que ce que vous vivez ici au Québec soit un phénomène général, généralisé, et qu'un homme comme Huntington, dont j'ai lu attentivement le livre The Clash of Civilizations, dont j'ai pris quelques extraits ici, parle d'un clash. Beaucoup ont voulu minimiser sa vision en disant mais non, il n'y a pas de clash. Enfin, on est tous frères, on est tous amis. Il y a un affrontement, il y a un clash des civilisations. Mais il y a une civilisation qui pose problème aujourd'hui plus que les autres, c'est l'islam, de façon nouvelle. Et c'est peut-être sous cet aspect-là que votre identité culturelle aujourd'hui au Québec, comme en Europe, comme aux États-Unis, comme ailleurs, est menacée. Je voudrais, dans un premier temps, réfléchir avec vous de façon un peu philosophique sur la notion d'identité. Id entitas. Id, c'est neutre, en latin. Pronom neutre. Identité et entitas, une entité. Une entité neutre. L'identité, c'est être soi. Dans une première approximation, on peut accepter cette définition de l'identité, être soi. La coïncidence à soi-même, être moi-même. Finalement, ce qui est demandé à chacun de nous, c'est d'être lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que être soi-même? C'est là la question. Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que je suis moi-même? Ou bien est-ce que je deviens moi-même? L'identité n'est-elle pas un appel à devenir? À quitter le cocon confortable pour affronter le monde, les autres. En d'autres termes, l'embryon qui quitte le sein maternel est invité à créer son identité à partir de ce nouveau milieu qu'il ignorait, qui est nouveau. Et alors, comment va se faire cette construction de l'identité? Papa, maman, frère, sœur, oncle, tante, lentement, il va intégrer de toutes ces personnes qu'il rencontre ce qui convient à son être propre. En d'autres termes, exactement comme la graine semée dans le sol ne va pas prendre n'importe quelle matière chimique pour les intégrer, mais ce qui lui convient. De même que l'abeille qui butine sur les fleurs ne va pas prendre n'importe quoi, n'importe où. Une identité, c'est un noyau de cristallisation d'un certain nombre de modèles, de valeurs qui m'entourent, qui entourent l'enfant, à partir desquels il va se construire, se choisir. Et lentement va émerger l'identité. Alors, je pense qu'il faut faire une différence entre l'appartenance et l'identité. L'appartenance, c'est le milieu objectif qui m'est imposé, qui est reçu. J'appartiens au Québec. J'appartiens à telle famille. J'appartiens à telle religion. Vient un moment où l'appartenance
doit être dépassé à partir d'un choix personnel. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je décide d'être? L'appartenance, c'est la tribu. L'identité, c'est l'individu. Cette notion d'individu est apparue pratiquement au XVIe siècle en Europe, ce qu'on appelle la modernité, l'émergence de l'individu. Avant ça, c'est le groupe, la tribu. On pense ensemble. Et l'émergence de l'individu dépend des différentes sociétés dans lesquelles on est. Il y a des sociétés qui vivent 2000 ans avant Jésus-Christ et d'autres qui vivent 3000 ans après Jésus-Christ. En d'autres termes, la croissance de l'identité, le processus que je viens de décrire, n'est pas uniforme dans le monde. On n'est pas tous en 2013. Nous le savons bien. Et le problème de l'identité, justement, tient à ce que certaines sociétés imposent leur modèle aux autres pour un certain nombre de raisons. Et on se trouve un peu désarmé, dépourvu, décontenancé devant ça. Par exemple, le modèle anglo-saxon. Je me rappelle quand j'étais en France dans les années 52, 52, 57, j'ai passé 5 ans en France, les Français disaient « ça c'est américain », avec un mépris. 10 ans plus tard, les supermarchés, les stations d'essence, les autoroutes, tout ça est devenu américain en France. En d'autres termes, certains modèles de société précèdent d'autres, et d'autres les devancent ou les suivent, etc. Je pense que toute identité s'enracine dans un passé. Ça veut dire, mon identité plonge ses racines dans le passé, oui. Inévitablement, on part de ce qu'on est, on part de ce qu'on a reçu. On ne part pas en l'air. Je ne construis pas mon identité à partir de rien, non. Et ces racines sont importantes pour me définir. Par exemple, moi-même, je suis d'origine syrienne, de Damas. C'est une composante de mon identité. Puis mon grand-père a émigré en Égypte lors des massacres de 1860. Il en a échappé de justesse. Pour s'installer, il a pris la nationalité égyptienne. Je suis de rite grec melkite. Ma grand-mère est italienne. Ma culture est française, avec une composante orientale, arabe. Bon, qu'est-ce que je suis? Je suis tout ça. Je suis multiple. En d'autres termes, il ne faut pas avoir peur d'une identité multiple. Vous allez me dire, ah, vous entrez dans le, comment on appelle ça? Le multiculturalisme, qui est le problème chaud aujourd'hui. Ici, au Québec, comme il est en Europe. On est pour, on est contre. Mais je dis, dans une première réponse rapide, dans la mesure où le multiculturalisme dissout mon identité, il faut le refuser. Le multiculturalisme est bon dans la mesure où il enrichit mon identité et où je parviens à intégrer toutes ces composantes qui n'étaient pas miennes mais qui vont le devenir de façon harmonieuse sans me déstabiliser. Et ce que je dis de l'individu, je le dis d'une société. Ça veut dire, oui au multiculturalisme dans la mesure où il pénètre à petite dose, où il est intégré, où il est assumé, où il contribue à me construire,
à m'enrichir, à m'élargir, à m'ouvrir, à ce moment-là, il dit bon. Et c'est là que je fais intervenir la notion de seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance, à partir duquel il y a rejet, il y a refus. Sur le plan physique, par exemple, tout à l'heure, j'ai été invité à un excellent repas. Je n'ai rien mangé. Vous allez me dire, vous avez tort. Ben, j'avais pas faim. Alors, ce que j'aurais mangé m'aurait nui plutôt que aidé. Ce qui vaut pour un corps humain vaut pour une société. Une société trop fermée sur elle-même, pourrie, moisie, fait du surplace. Une société trop ouverte se dissout, disparaît. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre la sauvegarde de l'héritage culturel, comme on dit, puisque c'est dans le titre, et en même temps l'ouverture à l'autre, aux autres. Eh bien, pourquoi? Pourquoi s'ouvrir? Pourquoi ne pas garder cet enracinement québécois, égyptien, libanais, syrien, français, que sais-je? Pour deux raisons. Premièrement, parce que l'ouverture est un phénomène inéluctable aujourd'hui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toutes les cultures, toutes les idées, toutes les idéologies nous envahissent, nous provoquent, pénètrent à travers tous les moyens de communication d'aujourd'hui. Ça, c'est je dirais, c'est un impératif conjoncturel, puisque c'est comme ça, aujourd'hui, grâce à la technique et à la technologie. Mais aussi, je dirais, il ne s'agit pas de subir ce multiculturalisme ou cette invasion d'idées, de principes et d'horizons comme un fatum, comme une fatalité. Mais il s'agit de dire oui, mais à petite dose. Par exemple, régulièrement, je reçois dans mon ordinateur « Veux-tu être mon ami? Would you like to be my friend ?» Eh bien, je dis « Non !» Pas à tous, mais parce que j'ai trop d'amis. Et qu'à partir d'un certain seuil de tolérance, ce n'est plus des amis, c'est n'importe quoi. Alors, si je veux sauver mon âme, pour reprendre un langage évangélique, si je veux sauver mon âme, eh bien je dois filtrer, mesurer, réfléchir, accepter, refuser. À partir de ce moment-là, je conserve mon identité. Prenez un organisme. Je crois beaucoup à la notion d'organisme. Un organisme se construit à partir de tout ce qu'il reçoit et à partir de tout ce qu'il élimine. De tout ce qu'il élimine. À partir de tout ce qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas. En d'autres termes, il y a au point de départ un discernement à faire entre ce que j'accepte et ce que je refuse. Ce qui va contre mon identité profonde, ce qui va contre ma nature profonde, je dis non. Ouvrir mon âme à tout venant, ouvrir ma vie à n'importe qui, à n'importe quoi, ouvrir mon esprit, non. Il y a un choix à faire, un discernement à opérer au départ. Et puis j'élimine. Il est aussi important d'éliminer que d'assimiler. Ou plutôt, aussi important d'éliminer que de recevoir. Tout ce que j'assimile, c'est bon. Tout ce que mon corps assimile, c'est bon. Parce que ça s'intègre, ça s'agglomère, ça s'agglutine autour de mon noyau central qui est moi, mon identité. Tant qu'il n'y a pas rejet, c'est que c'est bon, ça me construit. Mais à partir du moment où je me sens mal à l'aise, gêné, quelque chose qui ne va pas. Dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, il y a ce phénomène d'une ingérence allogène, si je puis dire,
qui fait que l'Occident commence à se demander s'il n'est pas envahi par une culture qui lui est complètement étrangère. Avant de poursuivre dans cette ligne-là, je voudrais reprendre les 3 points que j'avais soulignés dans mon intervention au Parlement européen. Quelle est votre identité, vous, Québécois? Certainement judéo-chrétienne. Vous pouvez le refuser, mais il est là. L'héritage est là. Je ne veux pas entendre parler, je me rappelle encore. Non, il n'y a pas l'identité judéo-chrétienne, il y a le catholicisme qui fait partie de votre identité. Alors là, je m'étonne que personne n'ait bondi de sa place pour m'étrangler. Parce que c'est le cas, il y a 2 semaines, je faisais une conférence ici, je ne sais plus trop où, et quand j'ai parlé de l'Église, quelqu'un a bondi en me disant « On ne veut pas d'église !» J'ai dit « Bon, d'accord, mais je parle d'une église réformée, on ne veut pas d'église réformée, on ne veut pas d'église du tout. » J'ai dit « Bon, très bien, c'est votre point de vue. » Nous allons aborder cette question tout à l'heure, n'est-ce pas, parce que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou non, c'est le catholicisme qui a façonné en grande partie l'âme québécoise. À part Saint-Hyacinthe et Saint-Séverin et Saint je ne sais plus qui, enfin tous les saints du paradis, il y en a même en plus chez vous que ceux qui existent dans le calendrier. Bref. Mais ça c'est du côté folklore, si vous voulez. Bon, c'est de l'histoire. Mais il faut, si vous voulez construire votre identité, je dis bien construire votre identité, il faut tenir compte du passé. Qu'est-ce que je suis? De quoi j'ai hérité? L'héritage judéo-chrétien fait partie de votre identité, plus le catholicisme. Pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est comme ça, il est là. Je reviendrai sur ce point-là. Deuxième héritage, l'héritage gréco-romain, qui est dans les racines de l'Occident. C'est clair. C'est-à-dire un humanisme profond, au point que, autrefois, la classe de seconde était appelée la classe des humanités. En tout terme, tout ce qui était humanisme venait de Rome et de la Grèce, revu et repensé, mais cet enracinement judéo-chrétien et gréco-romain fait partie de notre héritage. Moi, quand je lis maintenant les auteurs grecs, je me trouve dedans, je m'y retrouve. C'est ma pensée. C'est actuel, c'est contemporain, c'est moderne. La Grèce surtout. Extraordinaire. Le miracle grec, c'est incroyable. Puisque je parle de ça, je prendrai, sur le plan de l'identité, 2 philosophes présocratiques, Parménide et Héraclite. Parménide et Héraclite. Tous les deux ont cherché à penser l'être. L'être. Pour Parménide, l'être, c'est ce qui était, ce qui est, ce qui vient, c'est la permanence, la continuité. L'être, il est là, il a toujours été, il sera toujours, il est maintenant, il ne change pas, il ne bouge pas. C'est ce bloc de rocher qu'on trouve au carrefour de vos routes ici. J'ai un culte pour le rocher, je ne suis pas encore païen, mais le rocher. Quelque chose. Rocher. En ce sens, je suis un peu théardien, pas un peu, mais beaucoup. Parménide. Pour Héraclite, l'être, c'est cool et c'est cool. On ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. L'être est en devenir. L'être est devenir.
Alors, les sociétés traditionnelles, c'est Parménide. Surtout ne change pas, surtout ne bouge pas. Ce qu'on t'a dit, valait autrefois, va aujourd'hui, et ira demain, c'est comme ça. C'est descendu du ciel. Alors ça se cristallise dans des traditions ou dans des religions qui sont reçues et transmises. Pour Héraclite, c'est autre chose. Alors moi, si vous voulez, dans cette opposition entre Héraclite et Parménide, je vois dans Parménide le Moyen-Âge, c'est-à-dire une société structurée, institutionnalisée, solide, profonde, où rien ne change. Où rien ne change. Et là, je dirais, l'identité dans ces sociétés est une identité à la fois très forte, apparemment très forte, mais qui n'est pas personnelle. Qui n'est pas personnelle. Parce qu'elle n'a pas été confrontée à d'autres identités possibles, il n'y a pas eu le choix. Et puis, à partir de la Renaissance, vous avez, bon, Héraclite. On va à l'Extrême-Orient, on découvre des peuples qui ne parlent pas latin. Quel culot de ne pas parler latin, n'est-ce pas? Et on va dans les Amériques et on s'aperçoit qu'il y a un nouveau monde. Tiens, on pensait que nous étions le monde. Et là, je dois vous dire une chose, c'est que chaque société, chaque peuple, se croit le nombril du monde. Oui, la Chine, l'empire du milieu. L'empire de quoi? Du milieu. Pourquoi? Ben, il est au milieu du monde. L'Europe, la France, l'Allemagne, la Pologne. Où est le milieu du monde? Il est ici. Il est ici. À Repentigny. Parce que j'y suis. Parce que vous y êtes. Vous allez me dire, alors tu te prends pour le nombril du monde. Hérouville, Hérouville. Mais bien sûr que je suis le nombril du monde. L'impression d'être le nombril du monde est une impression très juste. Je me rappelle quand j'étais petit, papa nous emmenait, mes frères et moi, en tramway. De là où nous étions, vers Victoria. Victoria, c'était le terminus. Et puis, c'était le soir, vous voyez la lune, qui était à la station d'Ibrahimia. Puis, quand je marchais, la lune m'accompagnait, Sporting, puis Cléopâtre, puis Sidi Gaber, puis je me disais, tiens, la lune se déplace avec moi. Donc, c'est moi le nombril du monde. Et c'est un peu la révolution copernicienne qui a été opérée au XVIe siècle, lorsque l'homme s'est trouvé éjecté de ce centre du monde où il se croyait roi et maître. La crise copernicienne n'est pas simplement parce que c'était contre la Bible ou contre l'enseignement de l'Église. Non, c'est beaucoup plus profond. Avec la crise de Galilée, de Copernic, l'homme s'est trouvé éjecté du centre où il se croyait maître et roi. Qui a rétabli l'homme au centre? Pascal. Pascal. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Je deviens de nouveau le centre. Donc ce n'est pas une illusion, c'est pas une illusion. Deuxième crise, Darwin. Nous sommes les derniers descendants des chimpanzés, des gorilles et des orang-outans. C'est réjouissant. Bon. Alors, l'homme qui se croyait créé à l'image de Dieu, centre du monde, il est éjecté. Donc, par l'espace, Galilée et Copernic nous ont éjectés. Par le temps, Darwin nous a éjectés. Qui vient?
Teilhard de Chardin, pour remettre l'homme au centre. Et sa pensée, qui m'a marqué très profondément, me confirme dans ce sentiment d'être au centre. Je suis au centre. Nous sommes au centre. L'identité, c'est découvrir son centre. L'identité, c'est plonger au centre. Car toute identité superficielle n'est pas la bonne, pas la vraie. Quand tous les matins, je prends une demi-heure avec le Seigneur dans ma méditation, je rejoins mon centre. Mais en rejoignant mon centre, je rejoins votre centre, le vôtre, car il n'y a qu'un seul centre. Et ce centre vous habite comme il m'habite. Et plonger en soi, c'est rejoindre l'autre. Si bien que le conflit d'identité est apparemment insoluble au niveau de la surface, parce qu'on se bat au niveau de la croûte terrestre. Mais il se résoudrait si chacun plongeait au fond de lui-même pour rejoindre son identité réelle. C'est un peu philosophique tout ça, mais je pense que c'est important. Là, je voudrais souligner quelques questions. Soulever quelques questions. Quel est le rôle de la langue dans l'identité? Voilà, la petite me répond. Elle lève la main. Alors, tu peux nous dire quel est le rôle de la langue dans l'identité? Bon, pas encore. Bon. Et c'est là, justement, un des facteurs de votre identité culturelle québécoise, la francophonie française. Au point que c'est devenu un point de crispation, de cristallisation